Alors, il y a toujours le double volet, hein, c'est-à-dire qu'il y a un volet compréhension de la complexité, tout en disant qu'en général, les gens qui comprennent la complexité ne bougent plus, n'est-ce pas, parce qu'ils disent bon, c'est très complexe, etc. Et les gens qui s'engagent, souvent, ils le font au prix de laisser un peu de côté la complexité. Alors, l'idée des séminaires est de développer cet agir et penser dans la complexité, etc., etc. Très bien. Mais ça fait quelques années qu'on travaille. Et cette année, nous sommes dans un sujet très particulier qui est théorie de la situation. Théorie et pratique de la situation. Alors, je vais expliquer un tout petit peu pourquoi on parle de situation. Mais la vérité, c'est que cette année, nous, on commençait, à partir de toute la préparation de l'année dernière, on allait aller vers un tout petit peu l'os du sujet. Non, on allait aller plus à fond. Je vais essayer d'être le plus inclusif possible, non dans les langages, sinon dans ce que j'essaie de dire, n'est-ce pas? En définitive, l'avantage des gens qui sont là, que ça nous fait très très plaisir qu'il y ait des gens qui soient présents, c'est que le séminaire, depuis longtemps maintenant, depuis la Covid, il est devenu avec une présence minimale ici, avec une présence aussi plus ou moins petite par Zoom, et de 800 à 1000 personnes qui nous suivent permanemment depuis 3 ans en différé. Chaque fois que je râle parce qu'il ne vient pas, les gens disent ce qui vient différer, ils ont raison, ils disent mais on peut arrêter, revenir en arrière, alors je comprends. Mais c'est vrai que les gens qui viennent ici nous aident beaucoup pourquoi pour les feedbacks. Alors même comme il y a beaucoup de nouveaux, peut-être c'est l'effet, comme il pleuvait, on ne savait pas quoi faire ce soir, je ne sais pas. Et, bon, l'effet nouvelle année, on recommence, etc. Ce que je vous propose, c'est que, bon, on ne va pas recommencer, vous voyez, je ne vais pas faire une synthèse des 3 dernières années, les chapitres, mais s'il y a des questions, n'est-ce pas, posez des questions, n'est-ce pas, il y a quand même un côté toujours, comme quand on étudie la philo, quand on étudie quelque chose de complexe, c'est vrai que ce qu'il faut accepter, c'est la patience de comprendre un peu par intuition, n'est-ce pas, et un peu avoir une idée de quoi le type est en train de parler, non, et ne pas avoir honte de poser les questions. Mais je veux dire par là que c'est évident que quelques-uns parmi vous, peut-être ça sera un peu obscur, mais comme la priorité c'est pour ceux qui viennent, non, même si pour vous répondre je suis obligé de revenir en arrière, ben on le fera. Vous comprenez, c'est comme ça, les privilèges des gens qui viennent, c'est qu'effectivement je peux répondre à des questions que je ne peux pas répondre aux gens qui nous suivent par différé. Parce que les gens qui nous suivent par Zoom, oui, ils peuvent poser les questions. Non? Bien. Alors, jusque-là, il n'y a pas de questions. Et donc, au fait, j'allais commencer en disant quelque chose que ça devient du coup évident, par obligation. C'est la méthode que nous avons d'avancer. C'est une méthode non linéaire. C'est une méthode non linéaire, c'est dans nos bouquins aussi, dans nos articles, aussi, on a une méthode non linéaire, c'est une méthode plutôt spiralaire dans laquelle c'est pas qu'on tourne autour, mais on se développe d'une façon un pas en arrière pour pouvoir avancer, on revient, non. Et alors souvent, on parcourt les mêmes régions, pour dire comme ça, non. Même on peut donner les mêmes exemples, non. Mais simplement on les interroge de façon différente. C'est-à-dire vous arrivez à toutes et à tous de tout à coup relire un bouquin théorique ou un roman à différents moments de la vie, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, parce que dans les dialogues, c'est pas les mêmes. Bon, alors, moi je suis pas professeur, moi je suis plutôt militant et chercheur, et en tant que chercheur, ce qui est plus important pour moi sont les questions. Alors,
voilà, je n'ai pas de méthode linéaire, voilà, je n'ai rien contre, c'est-à-dire certainement chacun son truc, mais voilà, c'est un peu foisonnant, et ne vous dérangez... Non, il y a quelqu'un qui s'est trompé de son... Tu veux que je cours Non, mais répondez-là peut-être. Non, je crois que ce n'est pas possible. Normalement, c'est en bionivoque. Il t'appelle, tu réponds, autrement tu réponds. Bon, à moi, il m'a pas appelé. Bon, donc je voulais juste revenir sur ces points-là, les points spiralaires, qui permet aussi à la fois que peut-être certains points pour les nouveaux permettront de raccrocher un peu les wagons, de dire de quoi on est en train de parler. Non? Dans l'invitation, je pense que quand même, au moins vous avez eu accès à l'invitation si vous êtes là. Dans l'invitation, nous on fixait de façon assez résumée, succincte, non? Pourquoi on travaille sur la théorie de la situation. Hein? On disait que comme un axe central de l'époque, effectivement, la perte des grands récits, la perte d'universaux, la perte comme ça, due à la déconstruction de la modernité, bon, des sujets, non, tout ça, c'est pas prêt. Il va rester dehors. Laisse nos contemporains dans une sorte de déboussolement, c'est-à-dire la fin du sens de l'histoire, par exemple, la fin du mythe du progrès, la fin de l'historicisme marxiste hegelien, ou même le positivisme, l'idée de qu'il y a une augmentation des savoirs, une conquête des lumières, etc. Bon. La fin de cette époque laisse nos contemporains dans une sorte de dispersion. N'est-ce pas? L'exemple que je donne toujours, c'est celui qui sort de l'article de Hegel qui s'appelle La ruse de l'histoire, dans lequel Hegel il explique que les hommes et les femmes, vacants à leurs activités quotidiennes et en suivant leur intérêt, ignorent savoir qu'ils suivent un intérêt commun. L'idée, c'est les entités individuelles, les hommes et les femmes, ils vaquent chacun absolument de son côté, dans l'immédiateté de leur expérience. Dans l'immédiateté de leur expérience, les hommes et les femmes disent, en suivant leur intérêt, ignorent qu'ils suivent un objectif commun. On peut dire que ces petits schémas hegeliens dans cet article La ruse de l'histoire, il y a quand même une sorte de radiographie des moelles comme ça, non, de la modernité. L'idée qu'il y a un commun qui nous attend. Que ce soit, c'est quand même un tout petit peu la modernité dans laquelle l'espoir n'est pas aux cieux, l'espoir n'est pas dans une autre vie, l'espoir est dans ce monde-ci, pas pour et par ce monde-ci. Alors donc, effectivement, la téléologie, l'essence de l'histoire, le progrès, d'une façon un tout petit peu caricaturale, on dit, bon, ben voilà, dans ces tout petits schémas, on peut les comprendre comme ça. Ciao. Così quando parlerò di fisica saprò che c'è il commissario politico è qui. C'est en italien. Là, on est au complet. Pour le moment, je n'ai pas parlé de physique quantique, alors j'attendais que tu arrives. Alors, bon, c'est compréhensible cette idée, n'est-ce pas? Cette idée de comment, dans la modernité, il y a un schéma général comme ça, une sorte de schéma partagé par les différentes idéologies, par les différents points de vue du monde, etc. C'est cette idée d'une promesse commune qui fait que, non pas dans l'au-delà, mais dans ces mondes sublunaires, chacun en faisant ce qu'il fait, il doit arriver là. Et dans les sens hegeliens, c'est-à-dire dans les sens hegeliens, chacun faisant ce qu'il fait, même en contradiction avec l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire les nazis, il est aussi nécessaire que les résistants.
Celui qui ne fait rien, il est aussi nécessaire que celui qui s'active. C'est-à-dire que, du coup, il y a cette sorte de rédemption laïque, non, dans le sens hegelien, où, de toute façon, quoi que tu fasses, tu ignores que tu sers un objectif commun. Et alors, ce qu'on disait comme... Il est où le machin pour faire ça? Ce qu'on disait comme schéma, on disait, si on veut comprendre avec ces petits schémas la fin de cette promesse commune, la fin de cet idéal du progrès, etc., et voir qu'est-ce que donne cette fin de modernité, on a dit, bon, ben voilà, c'est comme si tout à coup, en disparaissant cet point oméga où on allait se rejoindre, tout à coup, la phrase de Hegel reste coupée. Chacun va à ses activités, ben, il va qu'à ses activités. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la perte de ces sens, qui étaient un sens sous-jacent, conscient, inconscient, connu, inconnu, mais ces sens sous-jacents qui justifiaient d'emblée notre vie. N'est-ce pas? Et vous savez, ou pas, je sais pas, les pères d'Eyard de Chardin, les Français, qui fait une sorte d'articulation de la théologie avec Hegel, non, et avec Darwin, non, dans lequel il va dire, bon, mais voilà, des points alpha au point oméga, et il va mettre ça comme les desseins du Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que tout le monde se monte dans la modernité à cette histoire coloniale d'un devenir vers une complétude. Et coloniale pourquoi? Coloniale parce qu'effectivement c'est l'idée coloniale et qu'il y a un homme qui est l'homme blanc, etc., qui est le modèle vers lequel les colonisés doivent adhérer, ils doivent aller vers ça. Et, donc cette universalisation, alors bon, on le répète comme ça, mais bon, c'est les fameuses controverses de Valladolid dans lesquelles Las Casas, non, les frères Bartolomé Las Casas, s'opposent au Vatican, à Sepúlveda, qui s'appelaient les mecs du Vatican, en disant est-ce que les Indiens sont des animaux ou est-ce que les Indiens c'est des humains? Et frère Bartolomé va dire sont des humains avec l'humanité inaccomplie. Vous comprenez? Et la modernité va devenir cet accomplissement. Alors, c'est les fameuses futures promesses. Or, dans la postmodernité, comme on veut l'appeler, voilà, après la crise de la modernité, parce que la postmodernité est chargée de plusieurs sens bizarres, dans la crise de la modernité, pas seulement les futures promesses disparaissent, mais on se trouve dans des dispositifs contraires des futures menaces. Le futur devient une menace. C'est-à-dire que de la même façon que les kidams de la rue, pendant la modernité, sans savoir pourquoi, dit demain ça ira mieux, n'est-ce pas? Il y a cet espoir que demain, de la même façon, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, de façon tout à fait irréfléchie, donc c'est entré dans les sens communs, et les sens communs c'est quand même ces pensées qui font corps dans les corps, n'est-ce pas? Ces pensées qu'on n'a pas besoin de les penser pour les dire. Hein? Eh bien, c'est devenu dans les sens communs que demain ça sera pire. Mais effectivement, c'est pas non plus une vue de l'esprit, non? C'est-à-dire effectivement les menaces écologiques, démographiques, économiques, politiques se cumulent. Hein? Mais ce qui est important, c'est quand même cette force du mythe, dans le sens d'un mythe matériel, non? Qui fait que, on pourrait dire, c'est parce qu'il y a des menaces qu'il y a le pessimisme. Non? Mais à vrai dire, même au cœur d'une situation très menaçante, comme ça pouvait être pour nous en Amérique latine, dans l'époque des résistances, des disparus, l'époque le plus horrible, ou même au cœur de la Première Guerre mondiale, imaginez-vous, l'horreur totale, et pourtant le futur était une promesse. Vous voyez, c'est-à-dire, et pourtant, malgré la noirceur immédiate, c'est ça que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est pas le fait que les menaces aujourd'hui, menaces bien réelles, menaces assez graves, etc., n'est-ce pas, et assez irréversibles, mais les menaces objectives que nous pouvons comprendre n'expliquent pas toutes seules
l'effet de la négativité absolue avec laquelle on regarde nos vies, on pense le futur, n'est-ce pas? Il faut aussi ces points de vue, qui est le point de vue de la perte de ces sens donnés par la modernité, n'est-ce pas? Et ça, c'est un élément subjectif, mais très, très important. Bien. Alors, nous disons, à ces moments-là de la crise, effectivement, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire on ne peut pas refaire une sorte de vision globale avec réinventer le progrès, ou par exemple, c'est évident que les innovations technologiques ne peuvent pas faire un remake du progrès. Le progrès, c'était autre chose. Le progrès, c'était un changement ontologique du monde, de la façon de vivre, etc. N'est-ce pas? Alors, malgré tous les changements qui existent, notre monde se trouve absolument orphelin de cet sens unitaire du progrès. Et on se trouve dans une sorte de dispersion. Hein? C'est-à-dire cette dispersion, cet individualisme, cette idée de chacun sa vérité, chacun son expérience. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Un peu d'ouvrir la fenêtre, un léger flux d'air. Non, ça va. Alors, dans l'invitation, là je suis juste à paraphraser l'invitation. Dans l'invitation, on disait, entre cette perte une sorte de mythe, de nouvelles promesses, et les promesses intégristes ou religieuses, ou des sectes, non, qui se proposent comme candidats et disent non, nous on peut refaire la promesse, etc. La réalité pour le moment c'est la dispersion sous deux modes, hein. Sous un mode d'un individualisme forcené, c'est-à-dire on aura tendance à dire je ne peux faire foi, je ne peux croire que dans ce que je sens immédiatement moi, non? En mettant un moi, alors du coup qui devient substantiel d'une façon un tout petit peu caricaturale, parce que c'est une sorte de chaos qui entoure des moi qui trouvent un sens dans leur expérience immédiate. Mais plus cette expérience est immédiate, plus c'est individuel, plus elle est massifiée, de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je me souviens, en Argentine, il y avait une pub qui disait « Porte des jeans Lee, parce que les jeans Lee te particularisent. » Non? Et alors, 10 millions d'Argentins portaient des jeans Lee qui les particularisaient, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, l'individualisme, dans ce sens-là, loin d'être des êtres humains, libres et penseurs, qui, de façon critique, mènent leur vie, c'est un mode de massification. C'est-à-dire, là où il y a l'individu, il y a la masse. Non? Et c'est pour ça qu'on dit, plutôt que libérer l'individu, non, on doit libérer l'individu du pouvoir, il faut se libérer du pouvoir de l'individu, n'est-ce pas? Parce que l'individu, ce n'est pas chacun de nous en tant qu'une individualité, en tant qu'une personne. L'individu est un modèle de société, n'est-ce pas, qui est la société néolibérale, etc. C'est un modèle qui inclut des personnes individuelles, n'est-ce pas, qui inclut, oui, des individus de l'espèce. Mais l'individu n'est pas une personne individuelle, de la même façon que pendant la modernité, ce que Foucault appelle l'époque de l'homme, l'époque de l'homme, ce n'est pas l'homme qui était le sujet, c'est-à-dire l'homme est à comprendre comme un dispositif, n'est-ce pas, un dispositif dans lequel rentrent les modes de production, l'écosystème, des humains, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, ce qu'on appelle l'homme de la modernité, l'époque de l'homme, eh bien, nous ne pourrons pas la prendre comme en disant c'était une époque dans laquelle on mettait au cœur du dispositif les êtres humains. C'est pour ça que, par exemple, en Italie, souvent, quand on m'invite, j'entends parler d'un nouvel humanisme, remettre l'homme au centre, mais bon, si par l'homme on entend les êtres humains, ça serait vraiment une nouveauté incroyable de mettre les êtres humains au cœur de quoi que ce soit, parce qu'effectivement, dans les dispositifs humanistes,
humaniste dans le sens de l'humanisme bourgeois, colonial, etc., n'est-ce pas? Eh bien, dans l'humanisme, l'idée de que l'anthropocentrisme signifie que les êtres humains sont au centre des dispositifs n'est pas vrai. Voyez, et c'est ce qui crée quand même un tout petit peu cette confusion permanente, non? Parce qu'on dit, mais comment cette politique ne tient pas compte de l'homme, n'est-ce pas? On fait la guerre, mais ça fait mal à l'homme, n'est-ce pas? Et non, ça ne fait pas mal à l'homme. Les dispositifs matériels, objectifs homme, se portent très bien avec la guerre, se portent très bien avec l'exclusion, vous comprenez? De la même façon que quand on dit l'individualisme, on dit non, mais c'est les droits des individus. Ah non, 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 non. C'est-à-dire, toi en tant que personne individuelle, ben non, l'individualisme est un dispositif de pouvoir et de production dans lequel les êtres humains, une fois encore, ne sont pas au centre. Ceci, juste une petite parenthèse, n'est pas une particularité ni de l'individualisme, ni de l'humanisme colonial moderne. C'est le propre de tous les modes d'organisation et culture que ça dotait l'humanité. Dans les cultures animistes, il n'y a pas une centralité de l'être humain. Dans les cultures totémistes non plus, analogistes non plus, vous comprenez? C'est-à-dire que les dispositifs sont des dispositifs dans lesquels les êtres humains, et même pas en tant qu'unité, mais en tant que multiplicité, chaque être humain en tant que multiplicité, certaines parties, pour le dire comme ça d'une façon un peu grossière, certaines parties de ce qu'on appelle un être humain seront engagées dans les dispositifs, d'autres pas. Ou par exemple dans l'animisme, non? Dans l'animisme, carrément, pas tous les êtres humains possèdent une âme. Hein? Par contre, une pierre va posséder une âme, une montagne, un animal, oui, l'autre pas, vous voyez. Donc, j'ai dit ça pour essayer d'être très clair dans le fait que les êtres humains, en tant qu'êtres humains, n'ont jamais été au cœur d'aucun des dispositifs sociaux culturels. C'est-à-dire, l'espèce humaine, en tant que multiplicité, les êtres humains, même individuels, en tant que multiplicité agencée, eh bien, s'agencent à des dispositifs dans lesquels aucune espèce n'a jamais occupé, en tant qu'espèce, pour dire comme ça, ces centres-là. Le centre organisateur est toujours un dispositif de production des pensées idéologiques. Bien. Alors, donc, entre cette perte de cette vision globale, universelle, etc., et la dispersion, nous disons, eh bien, peut-être si nous devons penser quel est le nouveau dispositif, hein, quel est le nouveau dispositif pour notre époque, hein, les nouveaux dispositifs pour notre époque, nous disons qu'est-ce qui nous permet de comprendre, de penser notre époque. On dit, et c'est une hypothèse, hein, ce sont des situations concrètes. Et alors, cette année, nous allons nous lancer à étudier qu'est-ce qu'est une situation. Parce qu'effectivement, une situation apparaît comme quelque chose de très clair. On dit, bon, ça c'est une situation, là-bas c'est une situation, j'ai vécu une mauvaise situation, mais à vrai dire, si nous voulons dire, nous devons essayer de penser, d'agir, de comprendre, à partir de quoi? Vous comprenez, là on est en train de parler des grandes classifications. Supposez-vous, les humanistes, ils vont dire, on pense depuis l'homme, l'humain. Les nationalistes vont dire non, vous vous trompez, il faut penser depuis les nationaux. Donc, une vision classiste va dire je pense depuis ma classe sociale. Il faut le rentrer là. C'est-à-dire, ce sont des processus d'individuation dans lesquels on dit mais quelle sera l'entité, quelle est l'entité qui aujourd'hui peut représenter cette figure agissante? C'est compréhensible plus ou moins. Bien. Quelle est la figure agissante? Moi j'avance. Si vraiment c'est le privilège de présence, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions. Alors effectivement,
pour parler de quelle est la figure dominante, c'est-à-dire quelle est la figure à travers laquelle va se ordonner aujourd'hui, qui va nous donner un sol, une terre ferme, comme pour penser, comme pour agir, n'est-ce pas? Eh bien, il y a deux figures en dispute. Là, j'ai fait une sorte de résumé de ce qu'on a dit et ce qu'on continue. À vrai dire, nous devons dire, il y a deux figures en dispute aujourd'hui. La figure dominante, c'est la figure du techno-néolibéralisme, pour dire comme ça, dans lequel ce qui agit, ce qui est, pour dire comme ça avec des mots classiques, qui apparaît comme le sujet, eh bien le sujet sera cette articulation entre la haute technologie et le néolibéralisme, qui fait un monde d'un pur fonctionnement. C'est le monde du pur fonctionnement, c'est le monde de la transparence, c'est le monde de tout calculable, tout quantitatif, n'est-ce pas? Dans lequel, effectivement, ce qui va s'imposer, c'est le fait que tout l'existant, toutes les entités existantes, et là-dedans, les hommes, les vaches, les terres, les fleuves, toutes les entités existantes sont au service du développement de cette productivité fonctionnante. N'est-ce pas? Alors, l'année dernière, il y avait eu qu'à Buenos Aires, il y avait eu des contestations par rapport à Milei. Bon, à ce moment, on passe un bon moment à Buenos Aires, en Argentine, parce que ça va un peu mieux. Mais bon, l'année dernière, quand Milei était victorieux et très puissant, il y avait des contestations en disant mais c'est pas possible, Milei ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire, laisser les retraités sans sous, les malades oncologiques sans médicaments, fermer des services d'hôpitaux publics, etc. Bon, ce qu'il est en train de faire, mais Milei ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire fait du mal. Et nous, on disait non, pas du tout, Milei, il fait pas mal. Milei, il fait très bien ce qu'il doit faire. Or, le problème, c'est d'avoir cette vision un peu imprégnée d'humanisme, dans lequel on croit que qui que ce soit le pouvoir, il devrait avoir en principe comme objectif le bien-être de la population. N'est-ce pas? À la limite, dans un point de vue marxiste, on pouvait dire il bénéficie d'une classe. Mais le problème, c'est que non, le pur fonctionnement à la Milei ou à la Bolsonaro ou même Trump ne bénéficie même pas d'une classe concrète. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a les modes de fonctionnement fait qu'il y en a qui bénéficient, mais ceux qui bénéficient ne maîtrisent pas la chose, ils sont même en danger, n'est-ce pas? C'est-à-dire en Argentine, il y a de la contestation de la part des familles patriciennes, par exemple, qui sont les propriétaires de l'Argentine depuis toujours. Vous voyez pourquoi? Parce que le pur fonctionnement ne tient pas en compte, ça n'a jamais été le cas, mais ne tient pas le compte, bien entendu pas, le bien-être de l'humanité, le bien-être des nationaux non plus. Alors on dit, bon, mais peut-être c'est le bien-être d'une classe. Ben, non plus d'une classe. Ce sont des secteurs éclatés qu'on a beaucoup du mal à voir. Si on voit dans une perspective classique, on a beaucoup du mal à voir. Mais ces secteurs bénéficiaires, à quoi ça correspond? Alors, si on cherche, une fois encore, taxonomiquement, dire à une nationalité, non. À un genre, par exemple, non. À une classe sociale, non. À un groupe, non. Bénéficie seulement aux groupes sociaux qui s'associent au pur fonctionnement. Vous voyez? C'est-à-dire les groupes de l'high-tech, les groupes comme ça du néolibéralisme absolument déterritorialisé qui ne produit plus rien, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la dispersion va à ces points-là, c'est-à-dire va jusqu'au point dans lequel on a du mal à identifier avec quelques groupes que ce soit existants jusque-là, qu'on dit, voilà, ça c'est les groupes qui sont au pouvoir. Vous voyez? Et ça déboussole beaucoup les groupes classiques de pouvoir, hein, ça déboussole beaucoup les groupes classiques de pouvoir, parce que, effectivement, alors disons pour les groupes opprimés, l'oppression apparemment a la même gueule que toujours, sauf que dans cet affrontement, on ne trouve pas
face aux opprimés, face à la classe opprimée ou face aux laissés pour compte, on ne trouvera pas une classe structurée avec des objectifs clairs, avec un projet pays, par exemple. Et en réalité, comme on verra, c'est très peu probable que le pur fonctionnement néolibéral technologique en tant que projet soit un projet, comme on dit, viable. Vous voyez, c'est-à-dire, projet viable dans le sens même le plus froid. Hein. On peut dire que Pinochet ou Videla avaient un projet de pays horrible. Mais le projet de pays horrible qu'avait Videla ou Pinochet était un projet de pays possible, hein, dans lequel il y avait un tas de gens qui souffraient, tout ce que vous voulez, mais c'était un projet de vie possible, horrible mais possible. Hein, ça faisait quelques siècles qu'on l'avait. Les projets, si on peut appeler ça projet, dans tous les cas les devenirs techno-néolibéral, eh bien, de notre point de vue, n'est pas viable. C'est pourquoi, il y a quelques années, Marcos, le Mexicain, il disait « Contre le néolibéralisme, ce qui s'intéresse est la vie même. » N'est-ce pas ? Mais la vie dans le sens même biologique, c'est-à-dire c'est pas viable de par l'extractivisme, c'est pas viable de par la destruction de l'écosystème, vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, voilà, qui ne nous paraît pas viable. Bon. Alors nous, on disait, effectivement, face à cette réalité, bon, effectivement, ce qui a substitué, ce qui est devenu dominant, ce qui a triomphé dans cette dispersion, est cette nouvelle unité techno-néolibérale. Et on disait, ce qui s'oppose à ça, ce qu'on peut opposer à ça, c'est ce que nous appelons des unités organiques, n'est-ce pas, des modes organiques de vie, en entendant par organisme une définition qu'on donnera plus tard et qu'on a déjà donnée, n'est-ce pas, qui est ce qui peut protéger la vie, n'est-ce pas, c'est ce qui est capable de protéger la vie face à cette destruction. Alors c'est ce qu'on essaiera de développer, hein, c'est ce qu'on va essayer de développer, c'est quelle est cette figure et quel est le point de vue que dans cette réalité historique apparaît en dispute, mais en dispute vraiment David contre Goliath, n'est-ce pas, en dispute contre le pôle aujourd'hui dominant. Bien. Alors, maintenant, il faut... J'ai essayé de faire un tout petit peu une introduction, mais maintenant, effectivement, par rapport à celle qui arrive aujourd'hui pour la première fois, je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais maintenant, disons, il faut serrer les ceintures parce que... Bon, bah. J'en profite, j'ai une question, puisque là, pour nous, c'est quasiment l'équivalent d'un zénith. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Si on prend une photo pour le site du collectif, vous me dites si je préfère poser la question. Non, pas de problème. Bon. Bon, qu'est-ce que tu fais? Il répond. Prends une photo. Bien. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est le suivant. J'ai dit à plusieurs reprises que il faut le laisser passer, là il y a quelqu'un qui vient en train. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai présenté d'une certaine façon un peu de côté. Hein, quand j'ai dit à plusieurs reprises que ce qui apparaît comme la figure centrale dans une structuration sociale, culturelle, est un dispositif et que n'est jamais l'être humain en tant qu'être humain, est un dispositif. Alors, parler de dispositif veut dire, pour le traduire un tout petit peu, que nous considérons que ce qu'on appelle le monde, ou les mondes au pluriel, hein, nous le comprenons schématiquement comme ce qu'on appelle un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est quoi? C'est un espace
virtuelles, dans lesquelles on reconnaît, non, on cartographie des vecteurs. Il y a des vecteurs. Hein. C'est clair, qu'est-ce que c'est des choses qui là, ça va. Bon, parfait, bon, on arrête là. Et en fait, parler de la réalité, parler de la réalité, ou les réalités, parler des réalités existantes comme un espace vectoriel, veut dire le suivant. Veut dire que nous, on va considérer que la réalité est constituée de multiplicités agencées. Ce qu'on va trouver comme des unités, comme des entités, on peut les considérer de deux façons. Oui, les entités, ça veut dire quoi? Des hommes, des vaches, des arbres, n'est-ce pas, des montagnes. Comment on va considérer ces entités-là? Ou des classes, des groupes, n'est-ce pas? Bon. Ces entités-là, il y a deux façons de les considérer, grosso modo, dans l'histoire de la pensée et de l'agir. La façon occidentale et coloniale est celle qui, avec toute une historique qui vient de la Grèce antique, est la façon substantielle. Substantielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il est fait de substances concrètes. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est quoi une substance? Une substance, c'est ce qui reste quand on enlève tous les attributs. Ça veut dire quoi? Je dis, Marie est italienne, maîtresse d'école, grande, vous voyez, alors, grande, peut être le prédicat de plusieurs personnes. Alors ça, c'est pas une substance, non? Italienne, ça peut être le prédicat de plusieurs personnes. Donc j'enlève tous les prédicats, j'enlève, je déshabille Marie, non? Et alors on dit, mais est-ce que Marie peut être prédicant de quelqu'un? Est-ce que je peux dire, l'ordinateur est Marie? Non. Vous voyez? Alors, l'idée de substance est l'idée de qu'est-ce qui reste, hein, c'est Platon, hein, c'est quand même... qu'est-ce qui reste, c'est-à-dire Platon le dit d'une façon plus délicate, qu'est-ce qui reste une fois que j'enlève tous les attributs? Qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce qui reste justement pour Platon? Les idées, hein, c'est-à-dire les idées qui existent dans un ciel, etc. Alors, les idées. Pour l'autre, ce qui va rester, c'est la matière, par exemple. Alors, il y a toute une dispute en Occident pour dire qu'est-ce qu'est la substance? Quelle est la substance? De quoi sont faites les choses? L'autre courant non philosophique, mais de sagesse, ou de mythologie, ou de cosmogonie, et qui, par exemple, est celle qu'on choisit, par exemple, les philosophes, on l'appelle philosophe, je ne suis pas vraiment un philosophe, mais la philosophie chinoise, hindoue, etc., et quelques cultures indo-américaines, c'est celle du devenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre deux visions de monde radicalement opposées, n'est-ce pas? Une, c'est celle de que le monde est fait de substances immuables, il y a une substance, donc c'est la fixité, hein. C'est pour ça que pour l'Occident, l'homme occidental était une substance, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire était ce qui restait quand on enlevait tous les attributs, par exemple, non? Alors, soit nous sommes dans une philosophie, dans une vision du monde des substances, telles comme l'Occident l'a construit, donc de la fixité, de l'immuable. Alors c'est la recherche de l'immuable, c'est la recherche, par exemple, c'est la haine du temps, par exemple. Les temps, c'est ce qui fuit, Alors qu'est-ce qu'on va chercher? Platon, il va dire, les vivants, les hommes, la vie est corruptible, les corps sont corruptibles. Ce qu'il faut chercher, ce qui reste, ce qui vraiment est immuable. Et on doit ordonner, discipliner, non? Mettre en cache le devenir, tout ce qui devient, on doit le mettre en cache, on doit les discipliner à ce qui ne deviennent pas. Voyez? Alors, c'est là où la vie de l'occidental devient un cauchemar, n'est-ce pas? Parce que l'occidental vit en permanence dans une salle d'attente, n'est-ce pas? Parce qu'il est toujours dans cette incomplétude en attendant d'être, n'est-ce pas? En attendant d'être, à tel point qu'apparaît l'idée de l'être pour la mort, par exemple. C'est-à-dire, bon, mais
c'est un point. Il y a un point quelque part, il y a un point dans lequel finalement cette souffrance du devenir s'arrêtera. Bon, voilà. Et donc, oui, c'est le mépris du quotidien, c'est le mépris du devenir, c'est le mépris de la vie. Dans les courants, parce que là c'est pas un courant, mais les courants du devenir, au contraire, dans les courants du devenir, nous identifions ce qui est derrière, pas derrière, ce qui ordonne les phénomènes, n'est-ce pas? Il n'y a rien derrière les phénomènes dans ces cas-là. Ce qui ordonne les phénomènes, ce qui ordonne les processus, c'est une pure dynamique, n'est-ce pas? C'est la dynamique. Alors, parmi ces deux tendances, effectivement, il y a une rupture que l'Occident a connue, et que nous pouvons identifier aussi dans la crise à laquelle nous sommes en train de faire référence. Alors, c'est quoi cette autoconstruction du monde, non? Nous le pensons comme des vecteurs qui s'agencent entre eux. Ces vecteurs, donc, on peut les considérer comme substantiels ou comme des processus, vous voyez, mais il reste l'idée de que la réalité, elle est constituée par une interaction permanente des vecteurs qui produisent en permanence une résultante ou des résultantes. Vous voyez l'idée d'un espace vectoriel avec une résultante. Le propre de la résultante, c'est que la résultante d'un espace vectoriel n'existe nulle part. Hein? La résultante, elle existe comme élément dans chaque vecteur. C'est compréhensible, ça? Ouais. Non, c'est pas Je vois des têtes qui disent non. Il y a des têtes qui disent non. C'est l'armoire. D'accord. Alors, bon, c'est un peu compliqué, oui. D'accord. Armoire, Jack, 105 plus. On essaye d'aller vers quelque chose que, pour ne pas perdre trop le fil avec les explications nécessaires, c'est le premier jour du séminaire, d'accord. Mais pour ne pas trop perdre le fil, c'est à quoi on veut arriver aujourd'hui, c'est à cette idée de que la réalité a un caractère d'auto-organisation. C'est-à-dire que ce qu'on nomme la réalité n'est le produit d'aucun sujet. Pourquoi? Parce que les propres de l'Occident, c'est ce que Descartes a mis en forme, n'est-ce pas, qui est le fait que l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette bifurcation, ce binarisme. Hein? Alors, effectivement, quand on parle de la réalité comme une construction vectorielle, nous sommes absolument au-delà, non, de cette vision dans laquelle il y a un sujet, un homme sujet, un être humain sujet, et un monde objet, vous comprenez? C'est-à-dire que l'espace vectoriel va dire que, à vrai dire, il n'y a pas un sujet, un objet, il y a un processus complexe qui inclut une multiplicité de vecteurs. Dans cette multiplicité de vecteurs, il y a une multiplicité qui est la multiplicité de l'être humain, parce que même l'être humain, on ne peut pas le considérer comme une unité. Vous comprenez? Ce sont tous des processus, c'est-à-dire on considère qu'il n'y a pas des choses, il y a des processus. Bon, je fais une petite parenthèse à la demande du public. Qu'est-ce que c'est un espace vectoriel et qu'est-ce que c'est une résultante? Je vais un peu vite, mais bon. C'est très simple, à vrai dire, c'est très... mettons un espace vectoriel X. Je mets des limites parce qu'on mais c'est limité quand même, c'est pas... Un espace vectoriel, c'est un espace dans lequel une série de vecteurs que vous identifiez comme vous voulez, intuitivement comme vous voulez. Tous ces vecteurs-là, vous savez, je ne sais pas si je regarde comme ça, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais rien, moi, qu'est-ce que ça fait? Bon, mettons. Vers la droite, voilà. Si, vers la droite. Tous ces vecteurs-là, les vecteurs agissent dans l'espace vectoriel, non? Ce sont des forces qui agissent dans l'espace vectoriel. Ces forces-là donnent
un sens à l'espace. C'est donne un sens à l'espace, c'est-à-dire plusieurs personnes qui poussent dans vous imaginez plusieurs personnes qui poussent un meuble dans des directions différentes, finalement, il y aura une direction qui sera la résultante. Bon. Cette résultante-là, chacun de ces vecteurs, imaginez, c'est une personne qui est en train de pousser. Chacun de ces vecteurs-là a une réalité physique. C'est une personne qui est en train de pousser. La résultante n'a pas de réalité physique. N'a pas quelqu'un qui l'a produit. La résultante, il existe dans chaque vecteur. Comment? Eh bien, parce que si chacun pousse d'un côté, comment on va sentir la résultante? On la sent comme résistance à chacune de ces forces-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui unifie, ce qui va unifier un espace vectoriel sera le fait que la résultante, elle est distributive. Elle est dans chaque vecteur. C'est? Voilà. Alors, quand on dit, mais ça va quand même, bon, vous imaginez plusieurs personnes qui poussent un meuble, de quel côté va le meuble, il s'avère qu'il n'y avait aucune personne qui poussait justement à ces côtés-là, par exemple. Alors vous dites, ah, d'accord, la résultante, où j'éprouve la résultante, ben je l'éprouve parce que la résistance du meuble va contenir cette résultante. La résistance sera dans le sens de la résultante. Oui. Et la réalité qu'on voit, c'est un peu une sorte de projection du vecteur, imaginons qu'il est 3D, c'est comme si on le voyait un peu en 2D pour chaque personne, elle a une perception différente de cette réalité. Absolument. Chacun aura une perception, absolument. Chaque personne aura une perception différente de la réalité, de cette résultante, disons, la réalité c'est le système, de cette résultante qui apparaît comme sa réalité, effectivement. Et c'est la façon, et cette réalité sera donnée dans ces cas-là par la résistance que chacun éprouve, c'est-à-dire les frottements avec les continus résistants, que chacun l'appelle de façon différente. C'est-à-dire c'est un rapport avec ce qui constitue les nouvelles que tu as. Chacun a des nouvelles du tout. Où chacun éprouve ce tout, ben, il ne l'éprouve pas en tant qu'extériorité. Non, c'est tout du système, chacun l'éprouve en intériorité dans sa force, dans son rapport avec la résistance à sa force. Alors, effectivement, je ne sais pas, si vous voulez faire des allers-retours, ce sont des monades. Ce sont des monades. Dans le sens de Leibniz, ce sont des monades, effectivement, les modes dans lesquels les tout existe dans chaque monade, dans chaque partie, c'est-à-dire le tout est dans la partie. Or, ce tout-là qui est dans la partie est éprouvé de façon absolument différente par chaque partie. Mais comment on l'éprouve? Comment, vous voyez, c'est-à-dire, pour celles qui, bon, j'imagine quand même, qui avaient des formations philosophiques quand même pas mal parmi nous, c'est-à-dire que la fameuse monade sans porte ni fenêtre, non? Mais qui contient le monde. Alors, comment éprouve en intériorité la monade cette totalité? Comment l'éprouve en totalité, vous voyez? C'est un sacré truc, parce qu'on dit, bon, il n'a ni porte ni fenêtre, les monades n'ont pas de rapport entre elles, mais ils contiennent le monde. Eh bien, un espace vectoriel, d'une façon très simple, mais pas tout à fait simpliste, très simple, non? Un espace vectoriel nous permet de voir que, effectivement, la résistance que j'éprouve, la résistance, il faut la comprendre comme mon rapport, mon effort pour vivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon effort pour vivre, eh bien, la force désirante, ou la volonté, pour Schopenhauer, comme vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, cette force-là, j'éprouve la totalité, je l'éprouve corporellement dans mon frottement avec le monde par la résistance. Quel est l'effort que j'ai pour vivre? Vous comprenez? Bon, alors, nous disons, on utilise, à plusieurs reprises, mais bon, on utilise l'idée d'espace vectoriel pour dire que parmi les vecteurs qui constituent la réalité, on va sortir
du rapport cartésien, sujet, monde, objet, non? On sort de ce rapport sujet-objet pour dire nous concevons les devenirs, non? La autoproduction du monde, ou ce que Whitehead appelle la concrescence, par exemple. Eh bien, cette autoproduction du monde, on va la concevoir comme que cette multiplicité de vecteurs est constituée par des humains ou des éléments de l'humain, parce que l'humain aussi, on le conçoit, on peut dire, pour être plus simple, chaque vecteur à la fois est à concevoir comme une multiplicité de vecteurs. Hein? Dans tous les cas, ce n'est pas du tout substantiel, on est dans une ontologie des processus, hein? Une ontologie des processus, c'est-à-dire pas substantiel, tout est dans les devenirs. J'ai une question. Est-ce que j'ai un peu du mal à comprendre comment ces deux visions de monde n'ont pas d'intersection? Parce que pour moi, je pourrais concevoir que un vecteur soit une substance, du coup qu'il ait une cause matérielle, formelle, efficiente et finale, mais qui aussi soit soumis à des processus. Et du coup, je ne vois pas pourquoi ces deux visions seraient diamétralement opposées. Pour moi, c'est un peu les deux. Sont opposés ontologiquement, ne sont pas opposés en situation. Pourquoi? Parce que ontologiquement, dans le sens de que Whitehead va dire, par exemple, la pyramide d'Égypte, tu vois, est un processus. C'est-à-dire que c'est un ensemble de forces agencées qui connaît un devenir et aussi une fin, etc. Avec une durée, mais c'est un processus. Pour lui, tout est processus, et il sort, c'est là où je disais que entre une ontologie substantielle moderne, dans laquelle il y a des objets, non? Il y a des objets, l'espace et le temps sont comme une sorte d'extériorité par rapport aux objets, les objets sont dans l'espace et le temps, bon, dans la modernité, disons, et on sort vers un autre monde. Dans cet autre monde, le monde post-1900, mettons, n'est-ce pas? Eh bien, on est plutôt dans une ontologie dans laquelle on se pose la question, mais comment s'individue le monde? Bon. Alors, on dit, bon, c'est une ontologie plutôt des processus. Okay. Mais l'ontologie des processus ne nie pas qu'à un certain niveau de réalité dans lequel l'individuation a eu déjà lieu, etc., effectivement, les choses se passent à un certain niveau périphérique, comme s'il y avait des substances. Tu vois, c'est-à-dire que je peux étudier une pierre en utilisant des lois de la physique newtonienne. Tu vois, c'est pas que à partir d'Einstein, Heisenberg, etc., c'est pas que tout à coup la pierre disparaît. Tu vois, c'est-à-dire, alors simplement, il y a une régionalisation. Tu vois, c'est-à-dire qu'entre Einstein et Newton, il n'y a pas une négation. Justement, il n'y a pas une opposition. Il y a une régionalisation, ça devient une région. Tu vois, à un certain niveau de réalité, si je bouge comme si la pierre était une entité substantielle, je ne me trompe pas. Et même, il vaut mieux que je bouge comme si la pierre était une entité substantielle, tu vois, parce que les processus comme ça, ce n'est pas mon niveau d'existence, tu comprends? C'est-à-dire qu'une fois individué, une fois l'individuation faite, tu vois, effectivement, oui, j'ai tout à fait raison de me comporter comme si il y avait des substances. Pour comprendre ces substances, il n'y a pas besoin de revenir à une ontologie de la substance, dans laquelle tu es sujet-objet. Mais même les dispositifs sujet-objet, bah, oui, nous pouvons être dans une cosmovision, une ontologie des processus, et à la fois dire, bah, c'est mon manteau. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas que tout à coup tout devient une sorte de soupe quantique incompréhensible, non? Ok, merci. Bien. Non, le point que je voulais développer aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait quelques détours pour essayer d'incorporer les nouveaux arrivés, c'est que l'année dernière, on avait beaucoup évoqué cette idée de il y a une autoproduction du monde. Il y a une autoproduction du monde, on disait, si on sort d'une ontologie sujet-objet,
On dit qu'il y a une autoproduction du monde. Alors, autoproduction du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc je disais, chaque vecteur est une multiplicité de multiplicité agencée. Eh bien, on peut dire par exemple que dans la modernité, si on a une vision espace vectoriel de la modernité, on dit l'industrie, en certaines industries pour dire comme ça, n'est-ce pas, l'industrie, les humains, l'écosystème participent tous à un devenir du monde dans lequel les vecteurs industriels, par exemple, est très très fort. Vous comprenez? Mais ça nous sort de l'idée classique de dire l'industrie ou la technologie est un instrument pour l'humain. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout d'un coup, je veux considérer que l'industrie, à un moment donné, émerge l'industrie comme une puissance, comme nous voyons aujourd'hui, émerger comme une puissance la haute technologie. C'est une puissance. Eh bien, cette puissance-là, nous la voyons non pas comme les humains, ils sont inventés une technologie qu'ils essayent de mettre à leur service et que d'un point de vue science-fiction, peut-être la machine qu'on a inventée va nous dominer. Nous, ce que nous disons, c'est dans un espace vectoriel d'autoproduction de la réalité, eh bien, il y a un vecteur technologique qui est très très fort et, de par sa force, influence énormément la résultante en contaminant et colonisant tous les autres vecteurs. Vous comprenez? L'idée de l'autoproduction du monde est cette idée dans laquelle, loin de le mythe occidental, sujet-objet, anthropocentrique, on va considérer l'existante, les existants, comme des vecteurs qui sont orientés de par l'interaction globale des systèmes vectoriels. Vous comprenez? C'est plus ou moins clair ça, ouais. Oui. Encore une question. Du coup, là, dans cet exemple, je pourrais voir l'industrie comme une substance, non? Elle a sa cause finale. Peut-être que sa cause efficiente est difficile à trouver, mais... Alors, tu peux la voir comme une substance, mais l'important, là, par rapport à l'autoproduction du monde, après je dis substance ou pas substance, c'est un autre niveau. Mais disons, par rapport à l'idée, parce que là, il y a deux idées qui s'articulent, mais ne sont pas la même. La question de substance au processus et l'idée d'autoproduction du monde où il y a un sujet. Parce que les sujets, c'est qui? Les sujets, c'est soit Dieu, soit la divinité, soit l'homme, soit la technologie. Mettons, tu vois? Là, nous, on dit non. Nous, on part de tout à fait un autre point de vue dans lequel il n'y a pas un sujet ex machina qui produit le monde. Alors, là, on est en train de parler de ça. Okay. Alors, par rapport à ça, fondamentalement, c'est que l'industrie, pour avoir une vision d'industrie comme un objet technique au service de l'homme, nous sommes dans l'autre ontologie. On est dans l'ontologie de la séparation de l'humain, par exemple, et l'objet. Dans les ontologies non coloniales, il n'y a pas la séparation humain-objet. Les objets, les humains, le lama, la montagne, le fleuve font partie d'une unité dynamique dans laquelle il n'y a pas cette séparation, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pourquoi, par exemple, Rodolphe Couch, le philosophe décolonial, lui dit chez les Indiens, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Pourquoi? C'est pas qu'il n'y a pas d'objet, vous imaginez, pensez des cultures comme la culture mésopotamienne ou la culture égyptienne, parce que effectivement vous pensez les nomades pampas, ah oui, ils n'ont pas d'objet. Non, c'est pas ça qui dit Couch, c'est pas qu'ils ont peu d'objets. Il dit qu'il n'y a pas la séparation humain-objet, vous comprenez? Il y a une continuité des fonctionnements dans lesquels la pyramide, les instruments, l'écosystème, l'espèce humaine, non, font partie d'une unité non séparée. L'exemple qu'on peut donner de ça, les plus proches pour nous occidentaux, c'est tout bêtement l'objet transitionnel des enfants.
L'objet transitionnel, bon, si c'était pour être clair, la tête que tu fais, c'est pas clair du tout. Les doudous, l'objet transitionnel, c'est l'ossito, avec la peluche. Ah, Non, la peluche. Non, si toi tu te bouffes l'ossito, la peluche, vous voyez? C'est-à-dire, c'est quelque chose très connu dans la psychologie de l'enfant qu'on dit, vous voyez, l'objet transitionnel, la peluche, etc., c'est oui et non un objet. Vous comprenez pourquoi? Il n'est pas séparé. Il n'est pas séparé de l'enfant. C'est-à-dire, pour l'enfant, la peluche est incorporée. De la même façon qu'on dit que dans la toute petite enfance, il n'y a pas encore une constitution d'un moi séparé de la mère, par exemple, n'est-ce pas? C'est de la psychologie de bas niveau, mais bon, c'est pour aller vite. Hein. Alors, on dit, il n'y a pas encore cette séparation. C'est tout un processus, l'individuation. C'est tout un processus, l'individuation, parce qu'en plus, tu vas t'individuer d'après la culture à laquelle tu appartiens. Tu ne vas pas t'individuer en quechua de l'altiplano. Ne va pas s'individuer de la même façon qu'un Suisse de Zurich, par exemple. Parce que les petits quechua de l'altiplano, quand il va participer d'une individuation, son individuation, c'est une individuation qui incorpore le territoire, l'écosystème, l'histoire, vous comprenez? Et alors, quand il va dire « moi », c'est pas parce qu'il dit moi qu'il dit le même moi qu'il dit Helmut à Zurich, vous comprenez? Helmut à Zurich, il dit c'est moi, ma banque. Voilà. Et alors, donc, la séparation objet. Ils sont tous suisses, de nouveau. Hein. Ah oui, excusez-moi. C'est l'amour qu'on a toujours le latino-américain pour la Suisse. Bon, vous comprenez cette idée de séparation. Et il y a même tous les travaux de Walter Benjamin, par exemple, par rapport à l'objet d'art. Pourquoi? Parce que lui, il va se demander, dans la production industrielle, non? Est-ce que l'objet d'art restera investi de ce qu'il appelle l'aura? Vous voyez, parce qu'il dit, c'est un objet à part, c'est un objet différent. L'objet d'art, tel qu'on le définit Walter Benjamin, c'est comme les peluches de l'enfant. C'est-à-dire, c'est cet objet-là et pas un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un objet, vous comprenez? C'est ça et moi. Il y a une commune incorporation. Bon. Alors Walter Benjamin, il va finalement, il ne fait pas la comparaison, mais finalement, l'objet d'art, il va dire, mais ce n'est pas tout à fait un objet. Et quel est le problème quand il y a la reproduction industrielle, n'est-ce pas? Il va dire, comment ça va rester cette aura? Bon, ces questions-là sont des questions de l'Occident colonial. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la séparation. Ils vivent dans la séparation. Dans un espace vectoriel, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'objet. Il y a des vecteurs. Alors, ce que nous reconnaissons effectivement comme des machines, n'est-ce pas? Eh bien, nous, pour les comprendre d'une façon non binaire, non séparée, non bifurquée, eh bien, nous les comprenons comme des vecteurs de plus ou moins grande puissance qui interviennent et influencent l'espace vectoriel. Vous comprenez? C'est ça l'idée de la haute production du monde. Alors on dit, par exemple, ok, nous disons à la modernité, va les suivre comme interruption la complexité. Quand nous parlons de complexité, on ne parle pas des théories de la complexité, on parle de l'impossibilité que va trouver la modernité de continuer à fonctionner dans ces schémas-là. L'impossibilité que trouve la modernité pour continuer à fonctionner dans ces schémas-là sont au moins des 2 ou 3 ou 4 sources, non? La première, c'est la grande crise de l'Anthropocène, c'est-à-dire que c'était plus possible. C'est-à-dire que si on continue avec les schémas, parce que qu'est-ce que ça veut dire ces schémas-là? Ça veut dire les schémas extractivistes, utilitaristes, de la séparation, etc. Bien. La continuation de ces schémas-là trouve au moins 2 bornes. Une borne négative, c'est-à-dire si tu continues comme ça se détruit, et une borne, disons, positive, pour dire comme ça, qui est la révolution quantique. Professeur, qui est la révolution quantique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces mondes-là, les mondes newtoniens dont la philosophie est Kant, n'est-ce pas? Ces mondes newtoniens, parce
qu'est-ce qui se demande Kant? Kant, il fait un énorme effort dans la troisième critique, il dit, vous savez, pour Galilée, dans la science galiléenne, la connaissance devait oublier les sensibles. Bon, Kant, non, il ne fait un pas énorme en avant, il va dire, non, l'expérience, il va critiquer la raison pure, il va dire l'expérience. Mais quand même, il reste dans l'idée de que, quand même, on est séparés. Vous voyez, c'est-à-dire la problématique de la séparation reste centrale pour Kant, bien qu'il va reconnaître l'importance de l'expérience en critiquant la raison pure. Hein. Mais dans l'Occident colonial, on est là, dans la problématique, on est séparés. Qu'est-ce que je peux connaître, non? Comment je peux agir dans le monde? Ici, on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, vous comprenez? Ici, effectivement, cette multiplicité agencée avec des multiplicités, il n'y a aucune... Les mondes de la séparation, les mondes de la bifurcation, peut être un récit, mais ne reflète pas la réalité. Pourquoi? Je disais que, d'un côté, le monde de la bifurcation est borné par le désastre de l'Anthropocène, c'est-à-dire le fait que c'est plus possible, tout bêtement, c'est plus possible. Et de l'autre côté, par l'émergence de tout un nouveau monde. Qu'est-ce qui fait? Et c'est ça les auteurs que je vais citer, qui sont les auteurs qui vont nous accompagner pendant toute l'année, qui sont Mach, Whitehead, Simondon, Michel Henry et Varela. C'est un tout petit peu les auteurs qui vont accompagner notre travail. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe pour tous ces auteurs-là? Pour tous ces auteurs-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont encore dans cette position-là. Ils sont dans la position d'un sujet de connaissance. Mais ils vont avoir la vertigineuse expérience que le monde se barre. Ni plus ni moins. C'est-à-dire, ils vont avoir la vertigineuse expérience de que ce qui était le réel, ou le contenu résistant, ou la matière, comme on veut l'appeler, n'est-ce pas? Ce qui était substantiel, c'est par rapport auquel on travaillait, eh bien, c'est bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, je connais sur quoi? Hein, si je peux faire une caricature de la chose, non? La pensée se trouve à dire, mais je suis en train de penser par rapport à quoi? Non? C'est-à-dire, par exemple, on peut dire que, effectivement, Kant qui va à la frontière, effectivement, il va dire, il y a la chose en soi. La chose en soi, vous savez, c'est pas le noumen. Le noumen, c'est ce qui est inaccessible et que nomme comme chose en soi. Mais la chose en soi, le noumen, ce n'est pas la chose en soi. La chose en soi, c'est, pour dire comme ça, c'est le nom de ce qui n'est pas accessible à la perception. Hein? C'est drôle parce qu'on parle de perception, c'est aussi... Quand on parle de perception, vous savez, il y a des groupes, mais en époque, des Doors, qui parlaient ouvrir les portes de la perception, n'est-ce pas? Que c'était l'idée, c'était une sorte d'angoisse kantienne, non? Pour les Doors. Mais comment je peux arriver au nous-mêmes? Comment je peux arriver à une perception qui dépasse les phénomènes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon. Alors, effectivement, oui, dis-moi. Désolé de poser tant de questions. Non, pose. Mais comment peut-on connaître sans se dissocier de la chose? Voilà. Alors, là, on y va. C'est bien. Dans tous les cas, ça va dans le sens... Alors, effectivement, d'abord, je disais que les vertiges qu'on sent chez Simondon, chez Mach, chez Whitehead, ces vertiges-là, et les vertiges de dire, mais qu'est-ce qui fait unité? N'est-ce pas? C'est-à-dire, sur quoi je suis en train de parler? Non? Les entités jusque-là existantes paraissent se dissoudre dans un monde quantique, micro, subatomique, etc., qui ne relève pas d'une
réalité résistante comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, du coup, ne relève pas d'une prédictibilité mécanique, par exemple. Il y a des phénomènes qui ne relèvent pas d'une... C'est-à-dire, c'est les mondes dans lesquels les chats sont vivants et morts à la fois, que les particules sont positives et négatives à la fois, que c'est l'intégration quantique. C'est un monde dans lequel, effectivement, tout ce que lui connaissait de l'objet le fait dire, mais l'objet n'est plus là. Et c'est exactement vrai. Et c'est là où tu as raison, quand tu disais, par rapport, bon, mais il y a une possibilité newtonienne de qui est bouger comme s'il y avait des substances. Eh bien oui, ça c'est quelque chose que nous, on a travaillé cette année, qui est très très important, on va appeler ça les effets de seuil. Effets de seuil, d'umbral, non, des effets de seuil. Un effet de seuil, ça veut dire que, en effet, c'est vrai qu'au-dessous d'un certain seuil, il y a ces mondes subatomiques qui a une existence absolument incompréhensible dans le sens expérimentable, non? On peut le penser, on peut interagir, mais on ne peut pas la comprendre dans le sens que la compréhension est toujours corporelle, non? Il y a quelque chose... Bon, on ne peut pas la comprendre, on peut juste l'étudier, interagir, mais il y a quelque chose qui est au-dessous de ces seuils, mais il y a un seuil, effectivement qu'il y a un seuil. Le seuil de... Quel est le mode d'individuation de l'existence de la réalité? Nous, par exemple, c'est nous, des humains que nous sommes là. Eh bien, qu'est-ce qui définit notre niveau d'existence? Notre niveau d'existence, c'est un certain niveau d'agencement, dans lequel c'est moi qui existe est défini, par exemple, par des corps. Ah ouais, mais à quoi on appelle un corps? Est-ce qu'un corps est une unité des parties extensives corporelles avec un... C'est pas sûr, parce que, alors, si tel était le cas, je dirais, mon corps, c'est mes molécules, c'est mes particules, c'est mes bosons, c'est mes quarks. Non. Là où il y a mes atomes, je ne suis pas. C'est-à-dire, là où il y a mes atomes, je ne suis pas. Et il est borné aussi par un autre seuil, qui est le seuil de la pensée articulée, par exemple. Là où je pense, je ne suis pas. Au fait, on pourrait dire plutôt que ça fonctionne à un niveau au-dessous du seuil, et ça fonctionne au-dessus du seuil. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est borné pour des fonctionnements dans lesquels cette unité où on peut dire « je » n'existait pas. Vous comprenez? J'ai donné la dernière fois, avant les vacances, l'exemple de dire là où le soulard se saoule, le soulard en tant que personne n'est pas. Pourquoi? Parce que dans les processus physico-chimiques de me saouler la gueule, je ne suis pas là, vous comprenez, en tant que personne. C'est comme la phrase de Pessoa, elle dit, Pessoa il écrit, mon âme est un orchestre caché, je ne me conçois que comme symphonie. Vous comprenez? Mon âme, c'est-à-dire mes processus, sont un orchestre caché, écrit Pessoa. Pessoa écrit mon âme, là apparemment en comprenant les processus qui me constituent, non, sont un orchestre caché. C'est-à-dire que l'orchestre, on la comprend comme tous ces processus subatomiques, énergétiques, non, que si quelque part ils sont bien là en soutenant mon corps. Mais moi j'habite au niveau de la symphonie, on va dire, vous comprenez? Et c'est moi qui c'est moi, je ne parle pas de moi en sens psychologique, je parle de moi en tant qu'individuation. C'est moi individué, il existe un niveau dans lequel la symphonie prend une cohérence. Vous comprenez? Alors, effectivement, l'idée, je vais aller vite là pour présenter un tout petit peu ce que je voulais un tout petit peu orienter pour la prochaine fois, pousser un tout petit peu. Mais bon, vous comprenez, c'est-à-dire quand on a une vision, un point de vue de la autoproduction du monde, on dit, mais les mondes, d'accord, acceptons qu'il y a une autoproduction du monde. Très bien. Mais alors, pendant la modernité, il n'y avait pas une autoproduction du monde. Il y avait un sujet et des objets. Non. C'est-à-dire, les dispositifs cartésiens
dès qu'il y a un sujet et un objet, un sujet qui agit, etc., est un récit qui recouvre une réalité multiple. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant l'anthropocentrisme ne veut pas dire que pendant quelques siècles, les êtres humains ont été les sujets de quoi que ce soit. Vous comprenez? Les machines industrielles qui modifient comme un vecteur très fort l'ensemble vectoriel, c'est un vecteur, les êtres humains en tant que multiplicité étaient notre vecteur, et le mode d'autoproduction est un mode extractiviste de modification de la réalité, les modes de l'ingénieur, problème-solution. Effectivement, c'est ça qui a ordonné les processus. Vous comprenez? C'est-à-dire que la modernité est les moments dans lesquels, pour le dire un peu vite fait, c'est les moments dans lesquels le monde en tant que processus multiple d'autoproduction c'est auto-organise, orienté beaucoup par la puissance industrielle, en voulant modifier et dominer tous les autres vecteurs comme s'il y avait un sujet. Vous comprenez? Mais c'est un mode d'autoproduction du monde que, on peut dire par exemple, commence l'industrialisation. Bon, les vecteurs qui sont là, ils n'ont même pas de nouvelles. Il y a une sorte de développement lent de l'industrialisation, du monde ingénierie, des connaissances galiléennes. Il y a, disons, bon, un début. Au bout d'un moment, l'ensemble des éléments qui constituent la réalité seront tous intoxiqués parce que la résultante est de plus en plus marquée par les vecteurs industriels. Vous comprenez? Alors, ce que j'essaie de dire là, non, c'est que c'est pas que pendant la modernité, l'être humain était sujet, il y avait un objet. Pendant la modernité, ce qui se passe, c'est que le récit cartésien, maître, possesseur, etc., recouvrait une réalité multiple dans laquelle les modes extractivistes, les modes productivistes, les modes utilitaristes et industriels, avec les connaissances que va produire l'Occident, eh bien, vont modifier l'ensemble de l'espace vectoriel. Et la rupture de ces modes-là, c'est là où je voulais en venir, après on peut revenir un peu en arrière avec des questions si vous voulez. Quand on dit par exemple, tout à coup, il y a je disais que le monde de la bifurcation, le monde binaire, il est borné, je disais, par les désastres et par l'émergence d'un nouveau traitement du réel. Les traitements de la physique quantique, les traitements des sciences de la complexité, etc., etc. Alors on dit, oui, mais les bosons, les fermions, les quarks étaient déjà là. Vous voyez? Eh bien non. C'est-à-dire, les fermions, les bosons, les quarks et les modes de relations, non, des savoir-faire humains par rapport au réel. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'objet d'étude, et tout objet, n'est pas la source du savoir. Elle est produit d'une interaction. Alors quand on dit, mais est-ce que je peux substantialiser un quark, par exemple, tu vois? Ben, si, je peux interagir comme si c'était... Mais d'accord, mais c'est ce que Born va dire, c'est-à-dire la physique ne parle pas du monde comme il est, il parle de comment je me relationne avec ce qui est. Vous voyez? Mais ce qui est n'est pas quelque chose qui est caché, c'est ce qui se produit en permanence. Alors, ceux qui vont trouver les penseurs et les scientifiques, les chercheurs, à l'époque de la grande crise autour de 1900, c'est-à-dire l'effacement de ces réels, bah, ceux qui vont trouver, d'un point de vue positiviste, un peu naïf, on dit « Ah, on a découvert qu'est-ce qu'il y avait derrière le rideau. » Vous voyez? Et à vrai dire, non. On a développé des technologies qui permettent un traitement différent du réel, qui nous permet d'interagir de façon différente avec le réel, à tel point qu'on découvre effectivement toute une façon d'agir avec un monde subatomique
qui est absolument incompréhensible pour un autre niveau d'existence. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça la grande révolution. Alors, vite fait dit, toute la problématique qu'on va étudier les 2 ou 3 prochaines séances, c'est parce que ce soit les grands penseurs comme Simondon, Whitehead, Mach, etc., sont tous des penseurs qui vont tous, vous allez trouver, il y a quelque chose de commun, ils vont tous parler des sensations, donc ils vont répondre quelques siècles plus tard à Galilée. Galilée va dire, pour connaître, il faut oublier les sensations, et comme par hasard, Mach, qui est un physicien quand même, Mach il va dire, les sensations, c'est les modes à travers lesquels les mondes connaissent les mondes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va dire, la connaissance est un vecteur. Vous voyez? La connaissance est un vecteur. La connaissance a un rapport particulier avec l'humain, la connaissance symbolique, je veux dire. Là, Il y a une connaissance corporelle qui n'est pas seulement humaine. Mais, donc on va dire, les sensations, vous voyez, c'est une pensée qui est seulement incompréhensible dans un schéma vectoriel. Vous imaginez, il dit les sensations. Alors par sensation, ça a toujours créé, parce que Whitehead aussi il parle des sensations, ça crée parfois une ambiguïté parce qu'on dit, mais comment une pierre sent? Et en fait, par sensation, il faut comprendre l'interaction entre les différents processus. C'est-à-dire, la sensation, c'est pas qu'une pierre va sentir, la sensation, c'est l'interaction avec les différents processus. Alors, nous, ce qu'on va essayer de développer ici, c'est essayer de comprendre dans ce point de vue des multiplicités, à travers des multiplicités, ce point de vue non anthropocentrique, on va essayer de comprendre quel est le socle que aujourd'hui nous permet penser, agir, etc. Mais ce que je voulais dire avant de finir, non? Vous savez, quand on parle, quand aujourd'hui, de façon irréversible, même la droite extractiviste, la pire, ne peut pas ne pas reconnaître que les humains, on n'est pas seuls dans le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sont obligés, contrairement à l'ingénieur, qui reconnaissait qu'il y avait autre truc, mais pour mieux le dominer, n'est-ce pas? Tout à coup, même la droite la plus réactionnaire est au moins, des bouts des lèvres, obligée de dire bon, on n'est pas seul au monde, c'est-à-dire il faut faire un peu attention. Parallèlement, il continue l'extractivisme, il démolit tout, et il pense aller vivre sur la planète Mars. Non, mais bon. Mais effectivement, nous devons faire très attention parce que souvent, on garde des vieux chemins, aujourd'hui devenus anachroniques, humanistes, pour penser la lutte, la résistance, la recherche de justice, la recherche de connaissances, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, par exemple, concrètement, à imaginer, mener en pratique, une écologie non anthropocentrique. Vous voyez? C'est-à-dire, les partis écologiques, et la plupart des écologistes, ils font du marketing écologique, c'est avec la meilleure bonne volonté du monde, peut-être, mais bon, ils font du marketing écologique en disant, c'est pour le bien de l'humanité. Vous voyez? Eh bien, l'idée d'une pensée situationnelle, c'est l'idée d'une compréhension non anthropocentrique dans laquelle, effectivement, la question c'est la protection d'un système vie, pour dire comme ça, d'un dispositif vie, comme une multiplicité dans laquelle on n'a pas à être diplomatique avec les animaux. Vous comprenez? On n'a pas à accepter qu'il y a d'autres espèces. Ce que nous proposons, c'est d'une radicalité un peu quelques écrans au-dessus, parce que c'est encore dans la vision de Bruno Latour, par exemple, dans laquelle l'espèce humaine doit être diplomatique avec les autres espèces. On garde l'individuation binaire dans laquelle il y a des entités substantielles, les humains, les animaux, etc. Nous, ce qu'on va essayer d'avancer, en un dialogue, je vous dis, surtout avec Whitehead, Simondon, etc., voilà, un dialogue avec eux, eh bien, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est tout à fait un autre dispositif
non substantielle et dynamique, hein, fait des processus dans lesquels la question ce n'est pas comment on va faire pour que l'humanité puisse se sauver, sinon une compréhension systémique dans laquelle ici il ne s'agit pas d'alliance, vous voyez, ici il s'agit d'un tout autre agencement du vivant avec le monde et dans le monde, hein, que c'est ce que nous allons développer comme les points de vue organiques contre les tendances agrégatives. Vous voyez? Alors effectivement là on va revenir beaucoup sur la question des technosciences, hein, c'est-à-dire en quoi les technosciences, pour le moment dans tous les cas, représentent un vecteur beaucoup trop fort et assez délétère par rapport au monde organique, parce que les technosciences, pour le moment, moi contrairement à pas mal d'amis hein, que je respecte beaucoup, comme Pièce et Main-d'œuvre, qui font un travail très intéressant, mais bon, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec eux, parce que pour eux, il y a quelque chose d'intrinsèque à la technologie qui est incompatible avec le vivant. Bon. Dès notre point de vue, pour le moment, effectivement, dans l'alliance coupable, consubstantielle, néolibéralisme, haute technologie, pour le moment, la haute technologie, tout à fait dans les mêmes vecteurs presque que le néolibéralisme, est en train d'attaquer et déconstruire tout ce qui structure organiquement les vivants, la culture, les corps. Nous voyons la dislocation, c'est un point qu'on avait déjà abordé, mais qu'on va aborder encore. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années par rapport à la délégation des fonctions cérébrales vers la machine, en montrant quels étaient les effets d'affaiblissement cérébral, etc. C'est un mode de dislocation. Mais à vrai dire, la délégation des fonctions, vous comprenez la délégation des fonctions vers la machine, hein? Alors, la délégation des fonctions, à vrai dire, connaît de façon très accélérée et très puissante aussi une dislocation corporelle. On ne la voit pas parce que le phénotype reste grosso modo pareil. Vous voyez, la forme reste grosso modo pareil. Mais à vrai dire, de la même façon que le cerveau, depuis déjà un bon bout de temps, est colonisé par une délégation des fonctions qui est en train d'attaquer la fonction principale du cerveau, qui est la fonction intégrative. Vous voyez? Eh bien, de la même façon, c'est ce qui se passe par rapport au corps. Alors, effectivement, on travaillera. Pourquoi? Parce que ce qui est en dispute aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, et peut-être c'est un tout petit peu plus clair maintenant, mais c'est le sujet de notre séminaire cette année. Et effectivement, nous devons essayer de comprendre, non pas comment sauver l'humain, ou comment articuler l'humain avec la haute technologie, vous voyez, toutes ces fantasies de science-fiction à bas prix, n'est-ce pas, qui est comment l'humain, finalement, n'est pas écrasé par la machine qu'il a produit, etc., mais plutôt de voir comment des dispositifs organiques peuvent résister et s'opposer à la colonisation pour arriver à une hybridation qui protège la vie. Vous comprenez? Alors on dit, et la lutte des classes dans tout ça? Eh bien, la lutte des classes et la résistance à l'oppression dans tout ça est la forme qu'il prend aujourd'hui. C'est-à-dire, la lutte contre l'oppression, eh bien, c'est ça la forme qu'il prend aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de dire on va utiliser l'extractivisme mais au service du peuple, on va développer la délégation des fonctions au service du peuple. Non, il faut qu'on comprenne que les deux tendances qui s'opposent aujourd'hui, c'est la tendance archi-réactionnaire et victorieuse de la technoscience néolibérale, disloquant toute fonction vitale, et de l'autre côté, les unités organiques qui essayent de se reterritorialiser et qui essayent de résister et coloniser la technoscience, n'est-ce pas? Parce que de notre point de vue, et c'est ça la différence avec pas mal de copines et de copains, de notre point de vue, la voie est d'une hybridation virtueuse, pour dire comme ça, contre une hybridation coloniale. Mais dans aucun cas, les retours à quel que soit, des unités pures de l'homme, vous voyez, de l'être humain, face à la machine. C'est-à-dire, il nous semble que là,
c'est carrément le combat absolument erroné, non c'est pas sbagliato, les combats absolument erronés dans lesquels on essaye, d'une façon pas innocente du tout, de dire quand même on arrivera, non, on arrivera à mettre la machine au service de l'humain. Et je pense que là c'est un piège, c'est vraiment un piège politique très très grave, parce que la question c'est pas si on va mettre la machine comme si c'était un objet séparé de ce tout, vous comprenez, au service d'un homme encore séparé de ce tout. Vous voyez, c'est-à-dire la pensée, dernier mot, la pensée de la séparation est celle que nous devons laisser derrière pour comprendre que l'idée même homme-machine fait partie de cette idéologie coloniale occidentale, vous comprenez? Il n'y a pas homme-machine. La machine émerge dans le devenir et l'autoproduction du monde, émerge la machine. De la même façon qu'on disait il y a quelque temps que les peuples, dans les peuples des montagnes émerge la musique des flûtes. Quand vous entendez la flûte à l'altiplano, c'est tout le paysage qui joue cette flûte. L'Indien quechua qui joue la flûte, et même qui peut l'écrire, est un vecteur de plus dans cette autoproduction, vous comprenez? Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas la musique, les quechua et la flûte. Eh bien, de la même façon, multi-agent, pour dire comme ça, nous pouvons comprendre que dans un développement émergent de nouveaux possibles technologies. Mais ces nouveaux possibles technologiques émergent non pas comme une séparation, sinon comme un vecteur incorporé à cette tout dynamique. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question, sinon la prochaine séance est... Si. J'avais une question, parce que du coup je comprends bien cette idée de vision moderne de la séparation entre le sujet et l'objet, etc. Et que ce serait finalement un récit qui serait lui-même un vecteur dans l'espace vectoriel. Absolument. Mais finalement, nous, à notre niveau d'être humain, on reste quand même dans cette question du récit, c'est-à-dire qu'en soi, la proposition que tu fais, c'est aussi en fait le vecteur de la pensée vectorielle qui doit se battre dans l'espace vectoriel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, il doit se battre, mais il ne doit se battre pas comme récit. Parce que c'est la réalité, mais d'un autre côté... Non, le récit fait partie de la réalité. Mais le problème, c'est que ce ne soit pas une idée. C'est-à-dire, la question, c'est pister et comprendre quels sont les processus réels qui participent d'un devenir organique. Tu comprends? C'est-à-dire que, par exemple, pour dire de façon un peu simpliste, tu ne peux pas dire tout à coup, moi je décide rationnellement de ne plus me bouger comme un individu. Non, la question c'est, d'accord, ça c'est ton récit, okay. La question c'est, dans les processus très concrets qui constituent ton quotidien, tu vois, qu'est-ce qui te fait lever les matins? Pourquoi tu prends ton temps? En quoi tu mets ton énergie? Dans ces processus-là, en quoi tu es en train de te déconstruire, pour dire comme ça, en tant qu'individu occidental. Tu comprends? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un niveau de récit ou un niveau théorique qui essaye de ne pas devenir une idée. Tu vois, qui essaye de devenir juste une description. Une forme de vie plus... Tu vois, mais effectivement, c'est les processus qui nous intéressent, tu comprends? C'est-à-dire, ça ne peut pas être une consigne politique de dire ne soyons pas individus. Tu vois, quand Jean Mallory il dit les Inuits, ils disent plus je suis individu, moins je vis. Ah d'accord, mais l'Inuit qui te dit ça, il dit parce qu'il voit comme ils vivent les Occidentaux, il dit mais ça c'est trop peu de vie. Ça attaque la vie. Tu vois, Mallory, il décrit ça dans ses bouquins, tu vois, il décrit la vision de l'Inuit par rapport à l'homme occidental. Et ce que l'Inuit est en train de décrire, mais d'accord, il comprend parfaitement qu'ils se vivent comme des individus, donc avec des intérêts. Imagine-toi toute l'économie qui dit les agents économiques qui suivent leurs intérêts. Tu vois, c'est la métaphysique carrément. Tu vois, des agents économiques qui suivent les intérêts. Bon. Alors,
effectivement, l'idée c'est de dire, de me comporter comme ça, de nous comporter comme ça, il y a moins de vie. Mais alors là, c'est des processus concrets qu'il faut identifier. Quels sont les processus qui s'agencent de façon organique et quels sont les processus qui vont du côté de l'agrégat, de l'individu. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose d'un retard assez grand dans l'écologie politique à vouloir penser encore en termes humanistes. Non? Bon, donc la prochaine séance est le 22 octobre, mercredi 22 octobre. Je remercie celles et ceux qui sont venus, ceux qui suivent par Zoom. Je dis bonjour à ceux qui nous suivent en différé par YouTube. Et l'avantage de venir ici, c'est que moi, ça m'aide pour les feedbacks. Et il y a un privilège que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en venant ici. Mais je rappelle une fois encore que pour ceux et celles qui nous suivent en différé, qui sont quelques centaines, vous pouvez toujours vous inscrire au site du collectif malgré tout, vous abonner, et nous envoyer les questions qui nous arrivent et qu'avec Bastien, avec Théo, nous incorporons en général à la séance du séminaire. Parfois on répond directement à la question, mais en général on prend en compte les questions qu'elle nous envoie pour le développement de la séance, comme les multiples questions qu'a envoyées Sylvie, par exemple. Merci beaucoup Sylvie. Voilà. Bon, mais alors, merci. Au 22. Merci. Merci.